Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today pour la série Dzogchen au quotidien, pour un nouvel épisode de Dzogchen et le soulagement des émotions. Je suis Grégoire, votre hôte, et je suis en compagnie de Mila Khyentse Rinpoché. Bonjour. Et de Franck Armand. Bonjour. Donc, Mila Khyentse, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen, formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe. Et vous êtes détenteur de lignée, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable du maintien vivant, de la transmission des enseignements de la grande perfection. Franck Armand, bonjour, enchanté. Vous êtes pour votre part accompagnant des dirigeants du monde médical et de l'entreprise, que vous accompagnez donc au moyen de pratiques de concentration qui, elles, viennent également du monde asiatique. Vous êtes aussi praticien du Feldenkrais et maître de la cérémonie du thé formé au Japon. Toutes ces activités que vous pratiquez visent donc à favoriser la qualité de concentration et la souplesse de l'esprit. Tout à fait. Enchanté. Et donc nous vous retrouvons pour un épisode autour de la saturation, de l'épuisement et du burn-out. Ceci est assez important aujourd'hui, nous semble-t-il, et c'est pour ça que nous vous invitons, parce que, comme chacun s'en rend compte, le monde va très très vite, tout est très technologisé, pourrait-on dire. On est sollicité énormément, très occupé, on flirte un peu avec une espèce d'excitation liée à cette vitesse, mais ceci mène souvent à une forme, comme nous l'avons dit, de saturation, d'épuisement, voire de burn-out. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez, soit à partir de votre expérience personnelle ou votre expérience professionnelle, nous éclairer un peu sur ce type d'émotions, donc saturation, épuisement, burn-out. Il constitue une forme de déséquilibre, peut-être physiologique, de déséquilibre psychologique, et éventuellement au-delà juste de l'aspect mental et psychologique. Vous allez nous expliquer ça, nous dire un peu de quoi il s'agit, comment ça se manifeste et quels impacts tout ceci peut avoir sur notre vie. Alors, effectivement, je peux vous relater deux expériences personnelles. Dans un premier temps, peut-être plutôt vraiment de la façon dont je les ai vécues, au moment où je les ai vécues, avant de prendre un peu de distance peut-être après. Mais ma première expérience était à la fin de mes études scientifiques. J'étais rentré dans une école d'ingénieur et dans une des études qui étaient extrêmement sollicitantes sur l'aspect réflexion. Et en fait, je dirais que j'avais plutôt un désir d'expression artistique et je me suis senti pendant toutes mes études en déséquilibre avec ça, tout en continuant, en forçant le système, quoi. Et j'ai fini mes études scientifiques, je me souviens de ce mois de juin où j'avais un mal de tête continuel, j'avais le plexus solaire complètement bloqué, incapacité de bâiller, et j'ai été à 39 de fièvre en continu pendant les mois qui ont suivi, sans pouvoir rien faire. Donc ça, c'était ma première expérience très autour plutôt d'une saturation, je dirais, de la fonction de réflexion mentale, quoi. Donc avec beaucoup de pensées liées à votre activité. Je sais, c'était vraiment comme si j'avais... quand on dit burn-out, j'avais cramé le truc, quoi. J'avais cramé la capacité d'une réflexion fine et trop intense, mais sur des aspects, je dirais, qui ne relevaient pas de mon expérience personnelle, mais qui relevaient des études. Voilà. Et je ne m'étais pas trop préoccupé de la façon dont mon corps et mon fonctionnement allaient être impactés par ce qui se passait. Et quand je dirais que pour moi... Oui, excusez-moi. Quand vous dites lié à vos études, c'était donc le type d'études que vous faisiez ou c'était presque plutôt la quantité? C'était les deux. J'avais fait classes préparatoires en France qui sont extrêmement exigeantes en termes de quantité de travail. Et donc c'était à la fois intense, c'était très exigeant, c'était avec beaucoup de pression. Et cette pression s'est continuée pendant les 4 ans qui ont suivi. Donc j'ai eu 6 ans après le bac très très intense dans des études qui finalement n'étaient pas véritablement ce que je souhaitais, quoi.
Alors après, les raisons pour lesquelles je suis rentré là-dedans sont un peu complexes. Voilà. Et pour moi, une des caractéristiques du burn-out, c'est aussi l'absence de prise de recul. C'est-à-dire que voilà, je suis rentré là-dedans et puis c'est au moment où je suis arrivé quasi au bord du gouffre que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai souci, quoi. Mais il a fallu que j'arrive très très loin avant de prendre conscience. C'est comme si ce vers quoi je m'étais engagé était beaucoup plus important que la façon dont je ressentais l'effet en moi de cette activité, quoi. Et peut-être que je peux le mettre en parallèle avec ma deuxième expérience, qui, elle, s'est produite bien plus tard, je dirais au moins une quinzaine d'années plus tard. Et là, c'était une expérience de burn-out totalement émotionnelle. Je n'étais pas dans une saturation mentale à proprement parler, même si dans les traditions asiatiques, la différence entre émotion et sensation et pensée est pas aussi claire, précisément indiquée que chez nous. Ouais. Mais voilà, c'était vraiment par rapport à une expérience familiale difficile. Je créais une société et donc j'étais un peu en déséquilibre. Et là, c'est le corps qui a lâché progressivement, avec une digestion qui est devenue progressivement impossible, et puis je maigrissais à vue d'œil. Je me suis retrouvé finalement à l'hôpital dans une saturation. Ce qui a été pour moi merveilleux d'être à l'hôpital, c'est d'être à nouveau protégé. C'est-à-dire que émotionnellement, je me sentais tellement fragile que ça a été pour moi merveilleux que de me retrouver entouré de médecins. Voilà. Donc je suis resté un certain nombre de semaines parce que je faisais pas 40 kilos. Ça a été vraiment un passage très très difficile. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est une question, dans les deux cas liés à cette saturation, il y a un aspect d'absence d'espace, c'est-à-dire que dans le premier cas, que ça soit lié à la quantité de travail ou dans l'autre lié aux émotions très fortes, il n'y a pas d'espace pour autre chose que l'expérience que vous faites. Vous êtes complètement plongé dans ce qui vous arrive. En tout cas, à l'époque, je n'ai pas du tout envisagé les choses de cette façon-là. J'étais pris dans l'expérience. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement, il n'y avait plus d'espace pour autre chose que cette expérience. Après, voilà, je dirais que même maintenant, j'ai un peu de mal à la réaborder avec les outils que j'ai désormais pour aborder ce genre de situation. Autant je me sens pertinent pour accompagner les autres dans des situations similaires, autant j'ai un peu du mal à prendre du recul par rapport à ce que j'ai vécu à ce moment-là, en fait. Donc, avant d'arriver peut-être à des propositions ou une description de ce type d'outils, est-ce que, Mila Kinsey, vous auriez quelque chose à rajouter sur la description des situations qui ont été évoquées précédemment, d'un point de vue un point de vue de la grande perfection, du point de vue du Dzogchen? Le Dzogchen est très clair sur ces principes-là. Et comme Franck l'a dit juste auparavant, c'est que dans la catégorisation en fait de ces principes, généralement les facteurs mentaux, ce que l'on appelle les facteurs mentaux de base, intègrent en même temps ces aspects de pensée, ces aspects d'émotion, ces aspects de sensation. Donc c'est un tout qui fonctionne ensemble. Et qui interagissent pour rester en fait dans le même processus, pour faire une sorte de cercle, qui est cohérent par rapport à la situation vécue. Et donc le principe ici du burn-out, c'est que c'est une lente, on pourrait dire une lente glissade vers quelque chose de rédhibitoire. C'est-à-dire que le burn-out, c'est vraiment le principe de la saturation continuelle et de plus en plus. C'est une habitude en fait de saturation. Et quand on parle de saturation, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir posé la question avant, c'est que on imagine toujours que la saturation, c'est une succession continuelle de pensées les unes derrière les autres. On assimile souvent la saturation à entassement.
Alors que la saturation, c'est plutôt l'intensité avec laquelle on reste focalisé sur quelque chose, donc sur une émotion, sur une pensée, etc. Mais ça n'est pas forcément un entassement, voilà, une accumulation. Donc c'est ce qui fait perdre de l'énergie, parce que c'est ça, hein, l'étymologie de burn-out, c'est vraiment l'étymologie qui vient d'ailleurs de la NASA, du monde aérospatial, où lorsque vous avez, par exemple, la navette Columbia qui s'élève dans les airs, elle a des propulseurs sur les côtés, et ces propulseurs, une fois qu'ils n'ont plus d'énergie, retombent sur la Terre. Et donc ce burn-out, ça veut dire ça, c'est que cette intensité avec laquelle on voit ou on est présent dans le processus, dans n'importe quel processus, eh bien fait que l'énergie est cramée extrêmement rapidement dans une journée, par exemple. Et ça ne fait que s'accumuler, et donc à la fin, il n'y a plus du tout d'énergie pour nous. Et si j'essaie de faire un lien avec les épisodes précédents, en parlant des facteurs mentaux, donc on avait vu qu'il y avait 3 catégories de base, on va dire, une plus neutre, une positive ou une négative. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser les choses ? Oui, bien sûr. Alors, ces aspects-là de neutre, positif, négatif, dans le Dzogchen, on les assimile aux 3 tendances fondamentales, qui sont neutre, c'est l'ignorance, positif, c'est le désir, et négatif, c'est la colère. Et donc, dans le principe, en fait, de la saturation ou de burn-out, il y a 2 forces contraires en plus qui sont présentes. C'est-à-dire qu'il y a le désir de continuer, c'est-à-dire ce que Franck nous a dit tout à l'heure sur le fait de ce qui était plus important pour moi, c'était le résultat, là où je voulais arriver, plutôt que mon état, l'état que je vivais le moment où je l'ai vécu. Eh bien, c'est ça, c'est que le résultat, c'est l'aspect de désir, et l'expérience que l'on a, c'est plutôt l'aspect négatif qui lui est complètement opposé. Et c'est ça aussi dans le burn-out, ce qui se passe, c'est que ce sont des contraires, des opposés, qui sont toujours présents en même temps et qui forcent en fait tout notre organisme à être continuellement, on pourrait dire étiré, vous voyez, comme dans les tortures d'avant, où on essayait d'écarteler par les chevaux les 4 membres. C'est exactement la même chose, ça fait exactement ça a exactement le même résultat. Ça amène à un point de rupture, et ce point de rupture est le réel burn-out. Et donc, c'est en fait un état exacerbé pour la grande perfection, c'est ça que ça veut dire. C'est un état exacerbé de notre condition habituelle qui est toujours un paradoxe entre la volonté du désir d'un côté et la volonté de la colère de l'autre, qui sont en fait des énergies totalement contradictoires. Et au milieu de ça, il y a l'ignorance qui fait qu'on ne sait pas du tout ce que va donner le résultat de cette confrontation entre désir et ignorance. Désir et colère. Merci beaucoup. Et vous voulez rajouter quelque chose à ce propos pour les facteurs mentaux ou pas particulièrement ? Mais peut-être vous avez évoqué tout à l'heure donc certains outils, des choses que vous avez pu mettre en place, que ce soit pour vous ou, si je comprends bien, pour d'autres personnes, en vue de faire face à ces états et d'éviter qu'ils n'adviennent. Est-ce que vous voudriez en partager quelques-uns avec nous ? Alors déjà, en ce qui me concerne, sans vraiment le savoir, à l'issue de mon premier burn-out, en fait, au moment où j'ai eu ce burn-out, c'était sauf qui peut, et je suis allé au Japon pour, en principe, faire des études. Le début n'était pas très performant, c'est le moins qu'on puisse dire, vu mon état. Mais en tout cas, ça m'a permis de me plonger dans une société où l'aspect de l'expérience du calme mental, qui est très orienté au niveau des pratiques à la vacuité, à l'attention à la respiration. Et donc, ce sont des éléments qui, pour moi, ont été vraiment, vraiment majeurs pour cheminer vers la résolution de ma première expérience. Ça m'a pris quand même 3 ou 4 ans d'expérience japonaise pour avoir l'impression que je commençais à sortir, tout en sachant que ça allait être pour moi très difficile, voire impossible, de reprendre le même type d'activité à mon retour. Donc, voilà. Après, il me semble, a posteriori, je dirais que je vois vraiment 3 types 3 angles à partir desquels on peut aborder cette expérience du burn-out. Le premier, c'est sur le plan vraiment physiologique. Eh bien, il y a clairement un déséquilibre entre
entre ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et parasympathique, c'est-à-dire celui qui s'occupe des situations de stress, celui qui s'occupe des situations qui est à l'œuvre au moment du repos. Et c'est comme s'il y avait un cercle vicieux où on surstimulait l'activité et que, comme il n'y a pas de pause, après on n'arrive pas à se reposer véritablement. Et donc il y a un déséquilibre qui s'installe où à la fois les deux systèmes ne peuvent pas fonctionner correctement. Et donc ça, sur le plan physiologique, c'est quelque chose que, là, dans la mesure où j'ai un post-Covid un peu compliqué et que je fais cette expérience de déséquilibre, je retrouve certaines perceptions que j'ai eues à l'époque. Ce qui me permet du coup de nommer un peu plus précisément ce que j'avais vécu. Et puis sur l'aspect psychologique, ce que Rinpoche a indiqué par rapport au désir, la colère, moi ce que j'ai vraiment ressenti, en tout cas pour ma première expérience, c'était que tous les aspects qui sont les moteurs de l'action, pour moi, le désir, l'intention, la volonté pour la continuation, eh bien ces moteurs-là étaient totalement vraiment cramé, quoi. C'est-à-dire que on pouvait plus véritablement, je pouvais plus compter sur ça, quoi. Et c'est ça, cette espèce de vide qui, du coup, le fait que j'étais au Japon à ce moment-là, a été, ça m'a permis de plonger sans trop de difficultés dans les expériences spirituelles et de méditation qui sont proposées là-bas. Vous avez évoqué à plusieurs reprises donc, le vide, et puis lors de votre présentation, donc, vous proposez des exercices de concentration. Est-ce que vous pouvez faire un lien un petit peu entre les deux ? Oui, parce que dans les pratiques de tradition asiatique, les méditations consistent en un équilibre subtil entre deux aspects. D'une part, l'ouverture de la conscience, l'aspect de l'espace, du calme mental, et puis l'autre aspect qui est celui de la vision pénétrante, l'hyperfocalisation. Et ces deux aspects sont complémentaires, c'est comme une respiration. Et le déséquilibre physiologique dont je parlais précédemment, on retrouve aussi à ce niveau-là, quoi. Et cette perte de capacité de détente que l'on a sur le plan physiologique, c'est la perte aussi de la capacité à l'espace que l'on retrouve du point de vue du fonctionnement de la conscience. Et donc effectivement, par rapport à des problématiques de burn-out ou tout du moins de saturation, clairement, il y a tout un pan d'exercice qui est disponible pour justement peu à peu permettre aux personnes de retrouver la capacité à l'ouverture et à l'espace, qui est véritablement ce qui est l'élément manquant. Oui. Donc s'il trouve un équilibre entre les deux, et donc s'il y a un aspect d'hyperfocalisation, on manque en partie l'aspect d'espace, d'ouverture ou de vide que vous évoquez, c'est ça ? Tout à fait. Et ce qui est aussi intéressant à soulever, c'est qu'en Asie, par exemple, il n'y a aucun problème à appliquer un certain nombre de pratiques de méditation aussi dans ce processus-là, c'est-à-dire aussi dans le processus de revenir à un équilibre. D'ailleurs, c'est la logique même en fait de la progression en Asie, c'est de revenir à un équilibre de l'esprit pour pouvoir après aller vers un aspect de transcendance. Mais au début, sans équilibre, c'est absolument impossible d'aller au-delà. Et on approche bientôt de la fin de cette émission. Déjà, est-ce qu'avant de nous quitter, vous pourriez peut-être proposer un exercice en lien avec les deux aspects dont on vient de parler ? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'exercices dans la grande perfection qui sont assez intéressants de ce point de vue-là. Il y a un exercice auquel je pense qui est vraiment très intéressant. Il fait partie de ce que l'on appelle la série des Semzin. Donc ce sont des exercices qui sont des exercices vraiment de base dans la grande perfection. Base n'est pas un péjoratif, surtout pas dans ces traditions-là. Voilà. Dans l'aspect vraiment primordial, c'est-à-dire qui pose vraiment toutes les bases après de la pratique et surtout de la libération derrière. Et donc, parmi ces Semzin, il y a celui qu'on appelle le Semzin du tiglet blanc,
qui est très très simple à utiliser. Alors, un petit peu comme dans le même principe que les exercices précédents, si vous avez suivi les précédents podcasts, le mieux c'est de vraiment le pratiquer au calme dans un coin, là où vous pouvez être le plus tranquille possible. Et celui-ci, il est peut-être pas mal à pratiquer un petit peu plus de temps que les autres, c'est-à-dire 5-10 minutes, même aller jusqu'à 10 minutes si c'est possible. Et peut-être également dans la position, prendre plutôt une position où vous êtes par exemple en face d'une fenêtre. Il vous faut un certain espace. De l'espace devant soi. Voilà, devant soi. Et la chose importante avec cet exercice-là, c'est qu'on va garder les yeux ouverts, ce qui est vraiment très important. Donc la première des choses que l'on fait, c'est que l'on s'assoit. Donc que l'on soit par terre, que l'on soit sur un coussin, peu importe. Et par contre, on va essayer de maintenir la tête vraiment en face de soi, mais dans une position qui est la plus détendue possible. Donc le dos droit, la tête plutôt droite, mais vraiment détendu. On relâche tous les muscles, on relâche la respiration. Là, on essaie d'être vraiment le plus à l'aise possible. Et puis, on va juste faire un tout petit effort d'imagination, de visualisation. C'est-à-dire qu'on a le regard qui est porté, en fait, devant soi, c'est-à-dire on pique un point pile en face de soi. Et sur ce point-là, on va imaginer une toute petite sphère blanche, vraiment translucide, très lumineuse, comme si c'était un mini-soleil transparent en face de nous. Et puis on va imaginer, et au fur et à mesure que l'on imagine cela, on va redresser, c'est-à-dire on va lever le regard petit à petit, et au fur et à mesure qu'on lève le regard, on imagine que cette petite sphère, en fait, se dirige au contraire de nous, c'est-à-dire va de plus en plus dans l'espace. Et au fur et à mesure qu'elle va dans l'espace, donc elle disparaît au fur et à mesure dans l'espace, et au fur et à mesure qu'elle disparaît, donc notre regard monte un petit peu, comme si on suivait en fait la trajectoire de cette sphère. Et au fur et à mesure, donc, on prend conscience en même temps que la sphère disparaît dans cet espace, on prend conscience de cet espace et on essaie de demeurer le plus longtemps possible, si possible sans forcer, dans cet espace, à suivre en fait cette petite sphère disparaître au fin fond de l'univers. Et donc le principe en fait de cet exercice, c'est qu'il va nous ouvrir, et c'est bien le cas, à l'espace en fait de notre conscience, à l'espace de notre concentration. Ce qui donc a pour effet d'arriver à un aspect de désaturation. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, la saturation, c'est le fait de focaliser de manière extrêmement importante sur une ou plusieurs choses en particulier. Et ici, cette focalisation en fait, va se diluer en quelque sorte dans l'espace, dans cette ouverture. Donc on n'est plus sur une hyper-focalisation, on est sur une focalisation ouverte. Et l'important, c'est qu'il y ait toujours cette focalisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans une expérience de space out, par exemple, voilà, de flou, de confusion totale, mais on demeure clair, simplement posé sur l'espace. Et donc, c'est le but de cette pratique. Et c'est une des pratiques vraiment à privilégier. D'abord, pour retrouver, comme on disait tout à l'heure, un équilibre de vie qui est vraiment important, surtout à l'heure actuelle, pour pouvoir après, si on est intéressé par la transcendance, par un aspect sotériologique de la pratique, de se diriger vers la libération du cycle de la souffrance. Excellent. Un très grand merci pour le partage de cet exercice. C'est beaucoup. Franck Armand, un très grand merci pour votre témoignage. Puis nous encourageons ou proposons à toutes les personnes d'essayer de pratiquer ces petits exercices. Tout à fait. Alors 5 à 10 minutes le matin, tous les matins si possible. Okay. Et n'hésitez pas à revenir vers nous envoyer des emails, nous poser des questions. On vous retrouve pour un prochain épisode. Encore merci à vous. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Merci.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.